communication suivante. C'est Dr Wael, les entretiens motivationnels. Qui dit sévrage, désintoxication, dit aussi motivation, c'est-à-dire la capacité d'une personne ou les processus qu'une personne va engager pour arriver à un changement d'un comportement. Le principe de motivation, historiquement parlant, a été décrit par un psychologue américain qui s'appelle Miller, qui a été créé pour les gens qui ont un trouble lié à l'utilisation de l'alcool. Cet entretien motivationnel ou le concept de motivation a été généralisé après dans plusieurs domaines, non seulement la dicto, mais aussi dans le changement de comportement dans plusieurs domaines, dans l'apprentissage des enfants, les élèves ou les étudiants qui ont des difficultés d'apprentissage, dans l'éducation thérapeutique des maladies chroniques, comme par exemple les diabétiques qui n'arrivent pas à faire des règles hygiéno-diététiques, donc il faut changer un comportement alimentaire ou un comportement des habitudes de vie afin de permettre un équilibre de leur maladie, et aussi au niveau des médias et au niveau du commerce. Ça augmente aussi le taux d'achat chez les gens quand on appuie sur leur motivation pour acheter tel ou tel produit. Donc, le concept de motivation s'est élargi dans plusieurs domaines. Par contre, c'est important d'indiquer que le concept de motivation, c'est le pilier du principe de sévrage ou la cure de désintoxication. Il est non seulement le problème d'un patient, mais aussi le problème du thérapeute. En fait, la motivation ne doit pas être ordonnée, on va pas donner des ordres à un patient pour qu'il soit sévré. Il faut qu'il y ait certaines étapes pour acquérir une motivation ou pour arriver à une cure de sévrage. Donc, la motivation n'est pas le seul problème d'un patient, mais aussi c'est un souci chez les thérapeutes quand il arrive à un certain degré de résistance. Donc, on a parlé que l'utilisation des techniques de motivation est utilisée dans plusieurs domaines. La définition d'un entretien motivationnel, c'est une intervention particulière avec laquelle les praticiens peuvent engendrer un changement d'un comportement, mais qui vient de la personne elle-même, c'est-à-dire que c'est un entretien qui n'est pas de nature directive, mais de nature orientée. On oriente le patient selon les capacités et les sources qu'il a pour arriver à un certain degré de changement. Donc, les méthodes de base, plusieurs méthodes, plusieurs étapes, j'ai choisi les principales. Donc, il faut tout le temps poser des questions ouvertes, c'est-à-dire il ne faut pas poser une question directe liée au problème de l'utilisation de substances. Les questions peuvent être de nature « qu'est-ce qui ne va pas ces jours-ci ? Qu'est-ce qui vous ramène à consulter ? Comment passe votre vie ces jours-ci ?» Donc les questions d'ordre direct suscitent un petit peu de la réticence ou de la résistance de la part des patients. Autre chose, pratiquer une écoute réflexive, c'est-à-dire l'écoute est importante afin de faire une synthèse de tous les problèmes et l'analyse de tous les soucis du patient pour après reformuler les problèmes du patient. Les résumés ou la reformulation aident aussi à l'empathie, au processus de l'empathie. Quand le patient raconte son histoire, on peut parmi les méthodes de reformulation et celle que si je comprends bien l'utilisation de telle ou telle substance, ou le fait que vous mangez beaucoup, ou le fait que vous vous habillez de telle façon, tout ça c'est des comportements qu'on a envie de changer, c'est une ambivalence que la personne est en train de vivre. C'est cette ambivalence qu'il faut faire une écoute réflexive afin d'aboutir au changement. L'écoute permet de résumer le fait de dire que si je comprends bien que vous m'avez dit ça et ça et ça et ça, tous les dires du patient, ceci dit que le thérapeute a bien compris les problèmes de la personne. Exprimer de l'empathie, l'empathie c'est se mettre à la place de l'autre.
Un exemple, c'est de dire à un patient, j'imagine que vous avez passé une période très dure quand vous étiez obèse. J'imagine que c'était dur de trouver des vêtements. J'imagine aussi que vous avez eu des difficultés avec votre épouse quand vous rentrez seul à la maison. Donc cette empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre, de comprendre ses ressentis, facilite la relation thérapeutique afin de faire les autres étapes du changement ou des entretiens motivationnels. Les étapes des entretiens motivationnels ou qui mènent vers le changement puis le maintien de changement, généralement l'entrée est dans la phase de précontemplation. Les précontemplateurs, c'est des gens qui ne voient aucun intérêt pour le changement de leur comportement. Vous allez me dire, s'ils ne voient pas l'intérêt du changement, comment qu'on pourrait savoir que cette personne-là comment qu'elle est impliquée dans un circuit de soins? En fait, la motivation vient des facteurs externes, soit une maladie, soit des conditions sociales ou socio-professionnelles, des difficultés socio-professionnelles. On trouve ça par exemple chez les gens qui fument, chez les tabagiques chroniques, qui n'expriment aucune envie pour arrêter le tabac, mais par contre, ils sont impliqués dans un circuit de changement par rapport à un cancer de poumon, par rapport à une BPCO, ce qui nous a permis de faire un petit peu les statistiques des gens qui sont dans la classe de la phase de précontemplation. La deuxième phase, les gens vont progresser quand ils entrent dans un circuit de changement vers une phase de contemplation. La phase de contemplation, c'est quand le patient ou la personne, elle est consciente qu'elle veut changer, elle est en train de faire une balance entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, le coût physiologique, financier, pour avoir les résolutions. Exemple, si je vais arrêter de fumer, je vais être stressé durant la journée. Mais en parallèle, je vais être bien dans ma santé. Donc, quand il fait tous ces coûts, il fait aussi le coût financier. Je vais dépenser moins. Je vais pouvoir profiter de mon argent dans d'autres choses de plaisir. Ça, c'est une deuxième étape du changement. La troisième étape étant la décision. Dans ce cas-là, la personne, elle a pris sa décision et étudie les moyens qu'elle pourra mettre en œuvre pour le changement de son comportement. Que ce soit un changement de comportement lié à l'utilisation de substances ou n'importe quel changement. Parce qu'en fait, même les gens qui ont des comportements liés, par exemple, à l'alimentation, il y a aussi des gens qui ont des comportements qui ne sont pas pathologiques, qui aimeraient bien changer. Je donnerai l'exemple des gens, des femmes qui ne portent pas le foulard, qui aimeraient bien porter le foulard. Mais elles sont dans une ambivalence. Je le porterai, je le porterai pas. Donc, c'est vrai qu'il y a un aspect, que ceci a un aspect religieux, mais le changement de comportement lui-même est dans une ambivalence. Quand on arrive à la phase de décision, c'est qu'on met toutes les procédures et toutes les méthodes pour passer au changement. La quatrième étape, c'est l'action. C'est qu'on commence à changer. Les gens commencent à diminuer, à arrêter les substances. Les gens commencent à régler leur alimentation et ainsi de suite. Pour les apprentissages aussi, c'est des gens qui commencent à stimuler leur cerveau par des tests cognitifs, par de la lecture, par des mots croisés. Donc, on s'implique, c'est bon, on est dans l'action. La quatrième, après la décision, on est dans l'action, on en a déjà parlé. Le maintien, c'est passer au comportement et le maintenir pendant une durée. Généralement, la période de l'action et le maintien, elle est de 3 à 6 mois. Donc, si on maintient 3 à 6 mois le maintien et l'action, on est déjà dans le stade de maintien. Donc, c'est possible que dans la phase de décision, il y a une sortie temporaire afin de faire le bilan. J'arrête pas. Quand on arrive au stade de maintien, c'est la sortie permanente du comportement. Par contre, la rechute, c'est une étape de mouvement du changement, c'est-à-dire elle fait partie du processus thérapeutique. N'importe quel comportement, on maintient le changement, on arrive jusqu'au maintien et pour une condition ou pour une autre, on a la rechute. Donc la rechute fait partie du processus thérapeutique et l'individu se retrouve dans un nouveau cercle,
C'est-à-dire, si quelqu'un rechute après un maintien, on recommence le cycle depuis son début. Donc, il faut mettre l'accent dans ce processus de changement sur les différentes contradictions qu'on peut vivre par rapport aux différents facteurs, que ce soit environnementaux, sociaux, religieux. Aussi, éviter tout ce qui est confrontation. Ne pas forcer les résistances, c'est-à-dire si quelqu'un n'arrive pas à changer, il faut accepter la liberté de la personne, mais aussi accompagner le patient ou la personne afin de changer son comportement pathologique. Alors, la balance motivationnelle. En fait, la balance motivationnelle, il y a deux. Avantages et inconvénients. Ceci dit que l'avantage n'est pas seulement dans le changement, mais aussi dans le comportement. Exemple, quelqu'un qui prend de l'alcool. Il a des avantages et des inconvénients dans son comportement pathologique. C'est-à-dire, il va nous dire, c'est vrai que c'est mauvais pour la santé, je dépense beaucoup, je fais des problèmes avec mon épouse, j'ai des problèmes dans ma profession, mais aussi des avantages et qu'il faut respecter parce qu'en fait, c'est une réalité. Quelqu'un d'anxieux qui prend un verre, il est détendu, ça diminue sa souffrance psychologique. Quelqu'un qui prend un joint et qui a des soucis par rapport à l'intégration sociale. Ça, on le voit généralement chez les adolescents qui n'ont pas beaucoup d'amis et qui font des amis par le biais de quelque chose. Exemple, les joints de cannabis. Il va vous dire, oui, c'est vrai qu'il y a des inconvénients par rapport à la prise de cannabis, mais aussi j'ai des avantages. Je me sens mieux. Parce que je suis phobique sociale, je n'arrive pas à m'intégrer dans une société. Ça me permet d'être détendue, mais ça me permet aussi de créer des relations dans un groupe. Donc dans la balance décisionnelle, il ne faut pas prendre en considération juste l'inconvénient du comportement, mais le comportement lui-même est un comportement qui apporte des avantages. La balance décisionnelle, après, en fait, l'entretien motivationnel, c'est une première étape des thérapies cognitives et comportementales. Les différentes psychothérapies qui aboutissent à un changement de comportement. Donc, quand on fait la balance décisionnelle, il faut prendre en considération même les avantages du comportement pathologique. C'est-à-dire, c'est vrai que le comportement pathologique a des inconvénients, mais aussi, il a du bien. Il fait du bien à la personne. Donc, les pièges motivationnels, c'est-à-dire dans l'entretien motivationnel, il y a des choses qu'il faut éviter afin de progresser dans votre entretien. Premièrement, les questions-réponses enchaînées, c'est-à-dire les questions genre policier. Oui, vous buvez, oui, combien, 4 verres, à quelle fréquence, une fois par semaine. Ceci met le patient en gêne, il ne peut pas vous raconter toute l'histoire de sa vie afin de faire une bonne analyse. La confrontation. Dans la confrontation, c'est un problème aussi par rapport à l'image qu'on peut donner au patient. Se jouer comme un expert. Oui, vous buvez, mais je suis désolée, je suis un professeur en psychiatrie, je connais assez. Je suis mieux placé que vous pour connaître la substance. Alors qu'en réalité, les gens qui utilisent les substances sont les meilleurs experts de l'utilisation des substances parce que même les études neurobiologiques, neurophysiologiques se sont basées sur les sensations des personnes pour pouvoir rattacher ces sensations aux différents centres du cerveau, aux différents organes. Donc, cette sensation ou cette attitude d'expert va biaiser votre relation avec la personne ou le patient, ce qui va ralentir le processus de changement. L'étiquette diagnostique. L'étiquette diagnostique, c'est quand on nomme les choses par des synonymes sociaux. Je me permets de dire, vous êtes un alcoolique. Ah, mais vous êtes devenu un clochard. Vous buvez le matin. Ça, non seulement c'est de la stigmatisation, mais aussi c'est des jugements de valeur. Quand on juge la personne, on ne pourra pas avancer dans le concept de changement. En dernier, après un entretien motivationnel, une balance de décision, viendra le jeu de rôle. Le jeu de rôle met l'accent non seulement sur
le comportement problématique, mais aussi renforce tout ce qui est comportement positif de la personne. C'est vrai que la personne prend de la drogue. C'est vrai qu'une personne diabétique n'arrive pas à faire des règles hygiéno-diététiques, ou quelqu'un qui a des troubles alimentaires ou des troubles des conduites alimentaires, qui mange beaucoup. Mais en parallèle, il faut prendre en considération ce qu'il a comme capacité. Dans les jeux de rôle, si on renforce ces capacités de la personne, on pourra activer des circuits de plaisir autres que le comportement pathologique. Et je vous remercie.